Donc on va passer à ce qui concerne les impacts assez rapidement. Donc il y a tout d'abord les chocs élastiques. Quand l'énergie va vraiment être restituée, les deux corps ne vont pas se coller. Donc les chocs élastiques, par exemple, les pendules de Newton, vous savez, ça existe, c'est toutes les petites billes et les pendules, et quand on en lâche un, et ben celui de l'autre côté repart, ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment l'énergie qui est transférée d'un côté à l'autre côté, et voilà. Pareil au billard, quand on tire dans une boule et que ça touche une autre, la première boule s'arrête quasiment net, et c'est l'autre qui continue si on était bien dans l'axe, évidemment. Voilà, donc ça, il y a une conservation de la quantité de mouvement. Il y a aussi une conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse, en fait. Dans un choc mou, c'est les deux objets se rassemblent. Là, par exemple, deux personnes arrivent l'un contre l'autre, bah, on n'a plus, entre guillemets, qu'un objet, qu'une personne, qu'une structure à la fin, ensemble. Donc je dis qu'il y a une conservation de la quantité de mouvement. Donc vous voyez que la quantité de mouvement de la première personne, c'est sa masse fois sa vitesse. La même chose. Ici, on a supposé qu'il y avait la même masse et la même vitesse qui arrivaient des deux côtés. Évidemment, les vitesses sont orientées dans des directions opposées sur l'exemple que je vous donne. Donc en fait, ça serait mv et puis moins mv. Donc quand on fait la somme des deux, on est à 0. Donc tant qu'ils sont séparés, ils ont chacun mv, 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 pof, ils sont ensemble. Donc maintenant, on n'a plus qu'un objet. Donc la quantité de mouvement de ce nouvel objet est mv moins mv, donc 0. Et c'est pour ça qu'on a une vitesse nulle à la fin. Dans ce deuxième exemple, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui ne bouge pas et l'autre qui bouge. Je n'ai pas précisé, mais là, ils sont sur des patins pour qu'on puisse négliger tout ce qui est résistance au sol et tout ça, c'est plus simple. Donc là, il y a quelqu'un qui a une vitesse toujours mv, une quantité de mouvement mv. L'autre personne a une vitesse nulle. À la fin, la vitesse va être mv ou elle va être moins, elle va être plus importante, elle va être quoi? Moins. Pourquoi? Parce que la masse est plus... Voilà, la masse du nouvel objet, entre guillemets, qui correspond aux deux, c'est plus m tout seul, c'est 2m, deux fois la masse individuellement. Donc pour garder la même quantité au total, on est obligé de diviser la vitesse par 2. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que la vitesse est divisée par 2 ensuite. Donc par exemple, dans un impact au rugby, sur quel paramètre on peut jouer pour être plus performant, entre guillemets, pour avoir plus d'impact? Là, c'est le cas de le dire. La masse, voilà, évidemment. La charge, c'est donc la vitesse, c'est ça. Donc c'est les deux paramètres qui vont... Après, là, on était juste sur la quantité de mouvement. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres choses liées aussi à ce qu'on disait avant qui va permettre d'être plus efficace pour l'angle d'impact? Oui, c'est un petit peu ce que je voulais, à ça que je pensais. C'est que si vous attaquez, par exemple, il y a quelqu'un qui est face à vous. Vous voulez le passer ou le faire tomber. Vaut mieux le viser au centre ou sur le côté? Sur le côté. Pourquoi? Le moment de force. L'axe de rotation, c'est à peu près le centre du corps. On applique la force sur le côté, on est éloigné, on le fait tourner. On vise au milieu, on l'a de face. De la même manière, je veux faire tomber quelqu'un, cette fois-ci, j'appuie en bas du corps ou en haut du corps? En haut. L'axe de rotation, entre guillemets, c'est au niveau des pieds en bas. J'appuie, je suis beaucoup plus haut. Voilà, à nouveau. Comment? Oui, là, je supposais qu'on était... Ok, d'accord. Donc là, je supposais qu'on était rigide pour avoir juste le... Et donc, pourquoi on peut, quand il y a un impact qui arrive, on se baisse aussi. Donc c'est aussi pour déjà descendre son centre de gravité. C'est-à-dire qu'on est ici, par rapport au pied, il y a une distance qui est moins importante. Comment? Oui, la recherche de l'équilibre, on en parlera ensuite, mais tout à fait. On peut essayer d'élargir sa base d'équilibre, voilà, mais aussi on descend son centre de gravité. Par exemple, les judokas, on sait que les petits judokas qui ont leur centre de gravité assez bas sont aussi plus difficiles à projeter sur les techniques, tout ce qui est technique de hanche ou d'épaule, parce que justement, ils sont plus bas, et pour les faire tomber, soit on se descend très bas pour descendre sous leur centre de rotation, leur centre de gravité, donc l'axe de rotation de la chute, et donc là, on passe en bas, et donc ils peuvent passer au-dessus. Si je suis trop haut, entre guillemets, la force, moi je tire avec mes bras, et là que c'est très loin, donc le moment de force pour le faire passer tout au-dessus de moi est beaucoup plus important et c'est plus dur. Donc voilà.
Donc évidemment, ça c'est en partie des caractéristiques anatomiques qui sont liées à la personne et qu'on ne saura pas changer. Mais c'est aussi pour ça qu'on voit qu'à tel poste ou à tel poste, les personnes n'ont pas forcément le même format, entre guillemets. C'est parce qu'ils ont des caractéristiques qui correspondent mieux à ce qu'il faut faire comme geste et comme performance. Tout ce qui est dans conservation de la quantité de mouvement, pour le moment, on supposait que c'était conservé parfaitement, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des pertes en énergie, ça se déforme, il y a de la chaleur qui se fait au moment de la déformation et ainsi de suite. Et c'est quasiment tout le temps, il y a de l'énergie qui se perd, et c'est à travers le coefficient de restitution de l'énergie, qu'on peut estimer ça. Donc un coefficient égal à 1, c'est quand l'énergie est complètement restituée, et au contraire, quand le coefficient vaut 0, c'est que l'énergie n'est pas du tout restituée. Tout a été transformé en déformation ou en chaleur autrement. Donc on peut regarder, en fonction ici du type de balle, le coefficient de restitution ne sera pas le même. Un ballon de basket qui rebondit très bien, le coefficient de restitution est important. On lâche la balle, ça va finir par diminuer la hauteur. Pourquoi ? Parce que le coefficient de restitution n'est pas tout à fait égal à 1, il y a une petite perte d'énergie à chaque fois, mais il est très bon et c'est pour ça qu'il y a un bon rebond. On prend à l'autre bout du spectre une balle de tennis usagée, on n'est que plus qu'à 0,71, donc elle rebondira moins bien. Alors qu'une balle de tennis neuve a un meilleur coefficient de restitution, c'est-à-dire qu'elle rebondit mieux. Et c'est pour ça que pendant un match de tennis, au moins dans les matchs de haut niveau, on change régulièrement les balles au cours du match, parce qu'elles perdent leur capacité de rebond au cours du match et des échanges. Donc voilà. Et vous pouvez voir, un ballon de foot a aussi un coefficient de restitution assez haut, mais évidemment moins bon qu'un ballon de basket. La surface sur laquelle vous jouez va évidemment avoir une influence sur la restitution de l'énergie. Vous avez quelque chose de très mou, ou même de la pelouse qui amortit, ça ne va pas être la même chose que si vous êtes sur du béton qui est très très rigide, et là, de façon générale, plus c'est rigide, plus ça va avoir un coefficient de restitution important. Eh bien oui, dans ce que j'ai trouvé, a priori, oui. Ce qui peut paraître surprenant, mais ce que j'ai trouvé. À moins que je me sois trompé en recopiant les chiffres, mais après, la différence est très faible, hein, quand même. On voit... Au niveau coefficient de restitution, on peut aussi parler au niveau structure anatomique. Quand on a un tendon très raide, donc très raide, en général, on peut faire de la pliométrie, il va être très raide, donc il va être capable, à votre avis, de restituer plus d'énergie ou moins d'énergie ? Plus, en fait. Il est plus, ce que je disais, plus c'est rigide, plus, en fait, moins d'énergie va être dissipée en déformation et tout ça. C'est pour ça que si tu laisses quelque chose tomber dans de la boue qui est mou, ça va moins bien rebondir que si tu laisses tomber quelque chose de dur comme la table, par exemple. Et c'est pour ça que, en général, ceux qui font de renforcement pliométrique ou les sprinteurs vont avoir des tendons qui sont plus rigides que des personnes qui font d'autres types de sports. Avoir des tendons rigides a aussi, souvent, ça peut risquer aussi d'avoir des lésions plus importantes parce que, voilà, ça, justement, ça dissipe, c'est moins compliant, donc on peut plus risquer de se blesser. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients de chaque côté, mais un tendon rigide permettra de mieux restituer l'énergie. Et à l'ULB, d'ailleurs, ils travaillent à partie de leur recherche, c'est faire de l'échographie pour estimer la rigidité des tendons, avec de l'échographie, estimer la rigidité des tendons, et voir, OK, votre tendon est rigide, pas être rigide, dans tel sport, on a plutôt telle qualité de tendon ou pas. Donc c'est aussi un développement qui se passe au sein du CAPS pour améliorer la performance des sportifs, analyser ce type de mesures, et donc de manière non invasive. Rapidement, une autre formule, et c'est pour faire le lien avec la suite. Dans le golf, vous avez ici une formule qui peut donner une estimation de la vitesse de la balle après l'impact. Donc vous avez la vitesse ici, si je prends le pointeur, la vitesse ici petit v qui est la vitesse de la balle après l'impact, elle est liée à la masse du club, elle est liée à la vitesse à laquelle le club arrive vers la balle, ça semble logique. Le coefficient de restitution E de la balle, qui est de 0,8, très élevé
sur les balles de golf, et les balles de golf sont très solides aussi, très rigides, et on divise par m la masse du... Ah tiens, j'ai oublié de changer. Je vais réécrire la formule d'une autre manière qui sera plus parlante. Donc V est égal à grand V 1 plus E divisé par 1 plus où est-ce que je suis? M sur... Ça revient exactement au même. Donc en regardant cette formule, à votre avis, sur quel paramètre on peut jouer pour améliorer la vitesse? La vitesse d'éjection de la balle va être liée à la distance à laquelle va aller la balle, on est d'accord? Donc sur quel paramètre on peut jouer? La fréquence. J'ai pas entendu. La fréquence, non? La fréquence, comment c'est la fréquence? Le nombre de répétitions. Là, on est au golf, donc on tire une fois. Ouais. Ici, ça, c'est la masse de la balle de golf, et ça, c'est la masse du club. Le grand M, c'est la masse du club. Voilà. Plus la masse du club est importante, plus la vitesse est grande. C'est ça? Parce que plus ce M est grand, plus ça va être petit. Donc la valeur au dénominateur va être petit, donc au total, ma vitesse de club va être importante. Ça, tout à fait. Et c'est pour ça que les joueurs de golf ont des clubs de différentes tailles. On se rapproche de 1, on est d'accord, mais si ça avait été plus petit, on aurait été à 1 plus m, donc au dénominateur, j'aurais été plus grand. Si j'augmente cette valeur-là. Oui? Ok, ça va. C'est laquelle de formule qu'il faut prendre? C'est exactement les mêmes en fait. C'est la même chose. Pourquoi tu as mis 1 plus? En fait, j'ai divisé au numérateur et au dénominateur par grand M, et on retombe là-dessus. Ça revient exactement au même. Mais celle-ci est plus, je trouve, plus facile à comprendre. Voilà. Je l'avais changé et j'ai oublié de rechanger dans le PowerPoint. Bref. Sur quoi d'autre on peut jouer alors pour améliorer la... Donc, la vitesse d'arrivée. Donc là, vous commencez à vous rendre compte aussi qu'il y a des paramètres qui sont un petit peu peut-être contradictoires. Si votre masse de club est plus lourde, c'est peut-être plus dur d'arriver à une vitesse importante. Donc à nouveau, un compromis. Et le E, est-ce qu'on peut jouer dessus? Donc ça, c'est le coefficient de restitution de la balle. Les balles sont peut-être standards, il y a peut-être des développements technologiques, et il y en a eu au cours du temps, mais ça ne va pas être pendant une compétition, ça c'est plus sur le long terme, au niveau des organismes et des fabricants qui vont peut-être permettre. Mais il y a des balles différentes aussi, avec des formes et des nombres de petits trous qui sont différents, mais ça c'est plus au lié, et on va en parler ensuite, aux effets, et comment ça va marcher au niveau de l'effet. Voilà. Donc ça, on peut jouer là-dessus. Donc comment vous feriez pour augmenter la vitesse d'arrivée du club? Donc j'ai entendu longueur et j'ai entendu la forme du club. Comment c'est la forme du club? Non, je pense pas ça. La question est comment on peut faire pour augmenter la vitesse d'arrivée du club? La longueur du club, oui, ça va jouer, tout à fait. La vitesse de rotation, oui, la vitesse de rotation du bras. Il y a une amplitude de mouvement aussi? Il y a une amplitude, donc l'amplitude va permettre peut-être d'atteindre une vitesse, oui. Donc c'est la technique, oui. La surface de contact, non, ça ne va pas changer la vitesse d'arrivée du club. Bah, sauf si tu as, je sais pas, une grosse raquette, un gros truc comme ça, il y aura des résistances importantes et tu ne réussiras pas à avancer, mais sinon, non. Ouais. Le poids va jouer, c'est ce qu'on disait, oui, tout à l'heure. Si on a quelque chose de très lourd, on aura sûrement du mal. La technique, oui. Il y a des moments où, si on a une bonne technique, on aura une meilleure... Ouais, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas spécialiste du golf, en fait, donc je ne saurais pas te dire exactement comment il faut se placer. Et donc, on parlait de la longueur, et c'est là que je voulais en venir. Donc ça, on l'a dit, la vitesse de tête du club, la masse de la tête du club et le coefficient de restitution. Ce qui se passe, pour connaître ici, j'ai pris un exemple de tir dans un ballon, mais c'est exactement la même chose quand on tire dans la balle de golf. La vitesse de rotation... En fait, la vitesse de la balle au bout, là,
à l'endroit de l'impact, va être lié à la vitesse de rotation de l'articulation qui crée le mouvement. Et la formule se trouve ici. La vitesse en bas, donc la vitesse au niveau du club ou au niveau du pied, est liée à la longueur qu'il y a entre l'axe de rotation et la vitesse de rotation. Donc c'est ce que vous disiez, plus vous avez un club long, donc plus vous éloignez l'endroit de l'impact et l'endroit où il y a une rotation, plus vous avez cette longueur importante, et donc potentiellement plus vous avez de vitesse en bas. Donc c'est ce que vous disiez. Quand il y a plusieurs articulations, comme ici quand on tire dans un ballon, il y a plusieurs entre guillemets articulations qui jouent, et tout simplement, il y a la somme, chaque articulation contribue en fonction de sa longueur au point d'impact. Donc il y a à la fois la vitesse de rotation, la longueur ici à la distance à la hanche, la vitesse de rotation du genou et la distance entre le genou et le pied. Et les deux jouent ensemble. Ce qui est quelque chose d'assez logique, quand on essaie de faire un mouvement rapide, souvent, je ne vais pas utiliser qu'une articulation, je vais essayer de mettre en place une rotation de toute la chaîne pour essayer d'utiliser toutes les articulations. Comme si j'imaginais au tennis d'utiliser que mon épaule comme ça, ou que mon coude. Non, qu'est-ce qu'on fait? On utilise à la fois la rotation de l'épaule et l'extension du coude pour essayer de gagner de la vitesse. On n'utilise pas. On est d'accord, il faut les synchroniser. Si on a notre pic de vitesse de rotation d'épaule à un moment et le pic de rotation de vitesse du coude à un autre moment, bah c'est la vitesse au moment de l'impact qui compte. Ce n'est pas le pic de vitesse qu'il y avait une seconde avant. Donc effectivement, il faut réussir à synchroniser les vitesses de rotation. Dans le cadre du tennis, juste à titre d'exemple, vu qu'on utilise plusieurs articulations, donc là c'est une décomposition, vous voyez vraiment du geste au tennis. À votre avis, quelle articulation participe le plus pour la vitesse finale au niveau de la raquette et donc la vitesse de la balle? L'épaule, oui. Et ça fait quasiment 50% de la vitesse finale, en fait. Ensuite, à votre avis, donc c'est des études scientifiques, c'est des estimations, hein, ça dépend d'une personne à l'autre et tout. Le poignet, vous êtes vraiment bon, hein, j'aurais dit le coude, mais c'est effectivement le poignet qui joue à 30% en fait, sur la vitesse finale. Le coude a une vitesse importante à un moment en fait, mais la vitesse du coude au moment de l'impact dans la balle, parce qu'on est quasiment à l'amplitude maximale, est très réduite, parce qu'on ne saurait pas être ici et arriver à fond, parce qu'entre guillemets on risquerait de se blesser, donc on a déjà ralenti. Et c'est aussi pour ça que le coude serre moins. Mais a une influence moindre sur la vitesse de la balle. Le coude serre évidemment en s'étendant à s'éloigner le point de la raquette de l'axe de rotation de l'épaule. Et vu qu'on a vu que la vitesse de la tête de raquette était liée à la vitesse de rotation de l'articulation, mais aussi à la longueur entre l'axe de rotation et le point d'impact, il faut que mon coude soit étendu pour augmenter cette distance. Si avec la même vitesse je tape comme ça ou comme ça, ma vitesse en haut ne sera pas la même. Donc le coude, même si on dit qu'il ne participe pas directement sur la vitesse finale, a évidemment son importance dans la globalité du geste. Voilà. Donc, concernant les effets sur la balle, vous avez sûrement vu que les trajectoires mobiles de balles et tout sont rarement purement linéaires et qu'il y a souvent des effets qui se font. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous avez... Les effets apparaissent quand la balle commence à tourner sur elle-même. Donc ça peut être un ballon de foot, ça peut être une balle de ping-pong, une balle de tennis, voilà, quelque chose qui tourne. C'est la rotation qui crée l'effet. Ce qui se passe, imaginons qu'on a notre balle ici, qui se déplace dans cette direction-là. Elle se déplace dans cette direction-là, donc en fait, c'est comme si elle ressentait l'air qui arrivait comme ça. On est d'accord? On va faire tourner la balle maintenant dans ce sens-là. Donc les petites molécules d'air qui arrivent près de la balle, à votre avis, elles vont ralentir ou elles vont accélérer? Donc la balle tourne dans ce sens-là et
l'air donc est dans ce sens-là. Donc si on est à droite, qu'est-ce qui se passe? Ça ralentit, on est d'accord? Parce que, voilà, la balle tourne dans le sens opposé à la direction de l'air. Donc là, ça ralentit. Donc si ça se ralentit, on est d'accord, il y en a de plus en plus qui se retrouvent au même endroit, parce que celles-ci sont ralenties, mais celles-ci ont toujours la même vitesse et viennent se rassembler. Donc il y a plus de densité de molécules d'air de ce côté du ballon. Donc je vais mettre un plus. Et de l'autre côté, au contraire, les molécules d'air vont être accélérées, parce que là, le ballon va tirer, entre guillemets, les molécules d'air vers l'arrière, comme la direction. Donc les molécules d'air, là, vont être éjectées plus rapidement. Donc au contraire, j'ai moins de molécules d'air, donc je vais mettre un moins. Et ce qui se passe, en fait, c'est comme si on a une dépression qui se crée. Et le ballon va être attiré par la dépression. C'est moins de molécules d'air, c'est comme s'il y avait un trou, en fait. Et donc le ballon va être attiré vers la dépression. Donc le ballon va, en plus de sa trajectoire de départ, qui était toute droite, va être attiré dans ce sens-là, et donc va tourner. C'est ça qui se passe. Évidemment, la balle aurait tourné dans l'autre sens, la direction aurait été opposée. Donc on va prendre quelques exemples. Donc là, on a pris un ballon de foot, c'était une direction vers l'avant. Évidemment, c'est le cas dans d'autres sports. Si on prend au tennis, donc cette fois, ça va être une direction toujours vers l'avant, mais plus haut-bas plutôt que droite-gauche. On va prendre une balle liftée. Donc, j'ai ma balle, ici. Liftée, donc elle va tourner comme ça. La direction est comme ça. Où est-ce que je mets le plus et où est-ce que je mets le moins? Le plus en haut, ouais, c'est ça. Le moins en bas. Donc la balle, elle va avoir tendance à faire quoi? Descendre, voilà. Donc elle est attirée vers le moins. Donc c'est pour ça qu'on aura une trajectoire qui sera plus vers le bas. Si on avait coupé la balle, donc mis l'effet dans l'autre sens, qu'est-ce qui serait passé? Si on avait coupé la balle, voilà, la balle aurait tendance à aller plus loin, parce que la rotation aurait été dans l'autre sens. En golf, pour tirer loin, on met la rotation dans l'autre sens pour que la balle vole plus loin, justement. On tape par-dessous. Donc là, on tapait, entre guillemets, la balle par-dessus pour qu'elle tourne comme ça, au tennis. Au golf, on va plutôt taper par-dessous pour que la rotation ait lieu dans l'autre sens et qu'elle plane plus longtemps, la balle. Le gardien au foot aussi, pour essayer de faire aller plus loin la balle, pour dégager, va plutôt avoir tendance à tirer dessous pour mettre un effet de la balle dans ce sens-là, et de la même manière pour que ça plane un peu plus loin. Et comme ça, il peut dégager plus loin, si c'est son objectif de dégager le plus loin possible, évidemment. C'est ça qui explique des fois que les mouvements de foot en définitoire, c'est autre chose. Donc en fait, c'est pas que ça, c'est lié, il y a d'autres phénomènes qui sont liés aux turbulences qui se font à certains moments de la vitesse. Les turbulences de l'air qui se font à certains moments, et ces turbulences sont aussi liées donc, à la matière du ballon et aussi au nombre de coutures, les irrégularités. De la même manière que les petits trous, dans les petits trous, les petites bosses dans les balles de golf sont des sortes d'irrégularités qui permettent là de réduire les turbulences et d'aller plus loin. Bah, ces irrégularités, donc le type de matériaux et les irrégularités sont différentes d'une compétition à l'autre dans les ballons. Et il y en a qui vont favoriser ces trajectoires flottantes par rapport à d'autres. Donc c'est la construction du ballon qui va jouer. Si on parle juste de rotation comme ça tout seul, ça va être plus homogène. Mais c'est vrai qu'en pratique, il y a plusieurs effets qui se cumulent et qui font qu'on n'aura pas toujours une belle trajectoire comme ça. On va passer à ce qui concerne l'inertie. Donc l'inertie, c'est la capacité à résister à un changement de vitesse. Donc on va parler en translation, direction linéaire, et en rotation. Et on va voir quels paramètres jouent sur l'inertie. À votre avis, en translation, qu'est-ce qui joue sur l'inertie? Donc c'est la résistance au changement de vitesse. Donc on suppose que la vitesse est plus ou moins fixe, et qu'est-ce qui va empêcher que ça change? Tu vois, on ne peut pas trop dire la vitesse empêche que la vitesse change. Donc,
Non, c'est pas ça vraiment l'inertie. Le frottement de l'air, c'est une force qui s'exerce et qui va faire ralentir, effectivement. Mais c'est pas ça qui fait que... Par exemple, tu as, je ne sais pas, une balle de tennis que tu lances à une certaine vitesse, on suppose que tu le lances à la même vitesse, et puis, je ne sais pas, un gros ballon. Donc, oui, là, ça va sur... Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on n'est pas dans des... Supposons qu'il n'y a pas l'air, pour simplifier, parce que la surface va... Effectivement, il y aura une résistance plus importante, et donc là, il y aura une force. Les forces qui s'exerceront sur les deux objets seront différentes, donc on n'est pas dans des conditions similaires. J'ai cru entendre la masse, non? Oui, la masse. Donc, si on revient à la formule que je vous ai signalée au départ, on voyait que la somme des forces, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc un changement de vitesse, c'est une accélération, on est d'accord? Donc qu'est-ce qui joue? C'est la masse. Plus la masse est importante, plus il faudra qu'on exerce une force importante. Donc la force plus importante, c'est la résistance à un changement. Donc un résistement à un changement de vitesse est lié à la masse. Plus l'objet est lourd, plus on aura du mal à la fois à le mettre en mouvement, mais une fois qu'il est en mouvement aussi à le ralentir. À nouveau, pour reprendre notre joueur de rugby, quelqu'un qui a une masse importante, deux joueurs qui ont la même vitesse, mais un qui a une masse importante et l'autre qui a une masse moins importante, c'est lui qui a une masse importante qu'on aura le plus de mal à arrêter. Voilà, c'est lié à l'inertie. Donc l'inertie est surtout, en translation, est liée à la masse de l'objet. Évidemment, comme vous disiez, s'il y a une plus grande surface de contact à l'air pour la résistance, plus grande surface implique qu'il y aura une plus grande force de résistance de l'air et donc ça ralentira naturellement plus important. Mais c'est un peu différent. Maintenant, en ce qui concerne les rotations, est-ce que vous avez déjà une idée a priori qu'est-ce qui joue sur qu'est-ce qui va faire que on va avoir du mal à faire tourner un objet ou à l'empêcher de tourner? Super, ouais. Super. La distance par rapport au centre de rotation, ça c'est un élément très important. Et le deuxième qui est assez évident. La vitesse de rotation? Non, à nouveau c'est la même chose. La masse, à nouveau. Un objet qui est lourd, on aura plus de mal à le faire tourner qu'un objet qui est léger. Donc voilà, ici je vous ai pris un exemple très simple, un balai. J'ai pris le balai parce que la masse est quasiment, on dira, tout au bout, là, au niveau du balai en lui-même, et il y a le manche ici. La première chose qu'on veut faire, c'est, alors d'abord la question que je vais vous poser, est-ce qu'à votre avis, c'est plus facile de le faire tourner autour de l'axe rouge ou autour de l'axe bleu? Autour de l'axe rouge, oui. Vous avez tous la bonne réponse. Tout simplement parce que les masses, ici, là, la masse de l'objet, est plus éloignée de l'axe bleu que de l'axe rouge. Donc c'est ce que tu disais, plus on est éloigné de l'axe, plus la masse est éloignée de l'axe, plus on aura du mal à le faire tourner. Et après, à le faire ralentir de la même manière. Et on aura beaucoup plus de facilité, donc là vous voyez bien la distance D1, D2, est beaucoup, non, D1 c'est ça, est plus importante que la distance D2, et c'est pour ça qu'on a plus de mal à faire tourner autour de l'axe bleu plutôt que de l'axe rouge. Est-ce que vous voyez des situations pratiques où on joue, entre guillemets, sur cette distance des masses et de l'axe de rotation, dans des sports, hein, je veux dire? En cyclisme, en VTT, on joue maintenant sur le diamètre de la roue, le rayon de la roue. On a développé des roues. Oui, le diamètre des roues, ouais. Une inertie plus importante, tout à fait, oui, ouais, tout à fait. C'est plus dur à lancer comme vélo, mais une fois qu'on est lancé, on est bien, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres idées? Par exemple, plusieurs exemples, un patineur artistique. Quand il va faire un saut, quand il tourne sur lui-même, est-ce que vous le voyez sauter avec les bras comme ça ou les bras le long du corps? Le long du corps. Pourquoi? Toutes ces masses de bras, on les rapproche de l'axe de rotation, qui est l'axe du corps, et donc vu que l'inertie, ça va être plus facile de se mettre en rotation, parce que toutes les masses sont près de l'axe de rotation. Si mes masses sont très loin,
bah, j'ai plus de mal à me mettre en rotation, et donc je ferai sûrement moins de tours sur moi-même. De la même manière, un plongeur, ceux qui plongent et qui font des saltos, quand ils font leur salto, pour accélérer la vitesse de rotation, ils vont se recroqueviller, se mettre en boule, et là ils vont tourner plus vite, plutôt que s'ils restaient complètement droits. De la même manière, c'est parce qu'ils tournent autour, entre guillemets, de leur axe de corps, et en se mettant en boule, ils rassemblent toutes les masses proches de l'axe du corps. Voilà, ce sont des exemples dans les sports où on joue sur ces... Parce que le corps, on est un peu capable d'adapter notre distance entre les masses et les axes de rotation. Comment? Le perchiste, à quel moment? Dans ce mouvement par rapport à la pêche, le pêchiste va essayer de se mettre le plus possible dans l'axe de sa pêche. Je ne sais pas si c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est pour ça. Je ne suis pas sûr, là. Que, à mon avis, la perche se déforme et après, il est vraiment déjà tout près de la perche, donc il se met dans l'axe et ça remonte La force de la pêche doit se transmettre vers le haut, ouais. et donc tu vas profiter de l'axe de la force Ouais, mais ça, c'est... de la pêche pour pouvoir remonter le plus haut possible. Ouais, mais je ne pense pas que ça soit une question d'inertie. Par contre, c'est un très bon exemple d'énergie élastique qui a été emmagasinée dans la perche. Ça, ouais. Ça, c'est un bon exemple que je ne donne pas, c'est vrai, mais c'est un très bon exemple d'énergie élastique sur un objet. Ouais. OK. Quelle heure est-il? Donc, stabilité d'équilibre, on va passer très rapidement. C'est quelque chose... Donc, on ne cherche pas forcément l'équilibre dans quasiment tous les sports. On va être en déséquilibre quand on marche, quand on court, tout ça. On est en déséquilibre. Mais le déséquilibre se passe quand notre centre de masse, ici, se trouve au-delà de la base d'appui qui, en général, correspond à où sont les pieds. Donc, quand je suis position de référence, j'écarte les pieds, j'augmente ma stabilité latérale ou avant-arrière? Latérale, c'est ça. J'ai augmenté ma base d'appui dans cette direction. Si je veux être plus stable avant-arrière, comment je fais? Un pied avant, un pied arrière. Après, on verra... On va réceptionner un impact, imaginons un joueur de rugby m'arrive de face, je ne vais pas me mettre comme ça non plus. Hein. Pourquoi je ne me mets pas comme ça? Parce que pourtant il arrive de face et ce que je veux, moi, c'est résister à cette force dans cette direction. Voilà, il suffirait qu'il arrive, qu'il me pousse un petit coup sur le côté, bah, je suis par terre. Il n'arrive jamais tout à fait dans l'axe. C'est pour ça qu'on va se mettre un petit peu comme ça, comme ça. On ne se mettra jamais pile dans une direction. Et souvent, et aussi, c'est peut-être, quoique... Ouais, on pourrait descendre son centre de gravité comme ça, mais à nouveau, notre équilibre est très... voilà. Bon, jamais, les mouvements ne sont jamais dans une seule direction, mais voilà, on peut adapter notre base d'appui, la largeur de la base d'appui. Par contre, si on écarte nos jambes, évidemment, on est plus en appui, plus stable, mais s'il faut réagir vite, là, on perd. Parce que le temps de sortir et de rebouger, bah, ça peut prendre plus de temps. Donc c'est souvent un compromis entre équilibre et puis capacité de réaction. Je voulais vous présenter rapidement les outils qu'on peut utiliser au laboratoire. Donc ça, c'est le système d'analyse tridimensionnelle. Donc tout simplement, vous voyez ici 3 capteurs. Chaque capteur mesure un angle et par triangulation, on est capable de mesurer la position de ces petits marqueurs qu'on vient coller à la surface de la peau. Et vous voyez, ils sont assez petits, ils font 1 cm, quoi. Voilà. Donc ça, c'est et donc qui permettent de vraiment mesurer en 3D. Donc ça ne filme pas comme une caméra classique. Tout ce qu'on voit, ce sont des positions de points. Et à partir de la position de ces points, si on les a placés aux endroits qui nous intéressent, on est capable de reconstituer le mouvement de la personne, donc calculer sa vitesse, quel était l'angle du genou, et ainsi de suite. Voilà. Les plateformes de force, on en a parlé. Ce sont des plateformes qui permettent de mesurer les forces dans les 3 directions. On en a parlé des forces verticales au moment de la poussée lors des sauts, mais on a aussi parlé des forces avant-arrière lors de l'impulsion, lors de la course des haies. Le but, c'est de pousser vers l'avant pour avancer. On pourrait regarder les forces latérales, parce que s'il y a des déséquilibres, on passe trop d'un pied à l'autre trop fort, il y aurait des forces latérales qui seraient peut-être nuisibles à la performance de la même manière. À titre d'information, vous voyez, il y a 1000 mesures par seconde, et c'est ça qui permet de vraiment décomposer le geste, c'est d'avoir beaucoup de mesures chaque seconde. Un autre outil, c'est l'électromyographie de surface. Ça permet de voir l'activité musculaire, parce que c'est bien de savoir... OK, on se déplace de telle manière et ainsi de suite. C'est aussi bien de savoir
mon moteur, comment il a fonctionné, mon muscle, comment il a fonctionné. Est-ce que c'est ce muscle qui a travaillé ou celui-là? Est-ce que la coordination entre les muscles était intéressante? Et ainsi de suite. On n'a pas, avec l'électromyographie, directement la force, comme on parlait en Newton. On ne sait pas mesurer, en mettant l'électrode, il a développé X newtons. Ce qu'on pourra avoir, c'est qu'il était à, par exemple, 20%, 80% de sa force maximale. Si on combine avec des tests isocinétiques qui nous permettent de dire que sa force maximale est de temps, là, on pourra réussir à revenir à, s'il était à 80% et que sa force maximale était temps, on pourra dire à peu près combien il a développé, mais on n'a pas directement une force. Mais on peut exprimer. L'EMG permet aussi de détecter dans une certaine mesure l'apparition de fatigue, parce que on ne va pas rentrer dans les détails, mais le contenu fréquentiel du signal EMG change quand le muscle fatigue, et donc on peut détecter l'apparition de fatigue à l'aide de ces instruments. La modélisation numérique, ça c'est plus de la recherche, mais je pense que c'est le futur aussi. Ça permet, à partir d'un modèle comme ça qui représente le corps humain, je dis que c'est de la recherche parce que je le disais tout à l'heure, on n'est pas encore capable de l'adapter suffisamment aux spécificités de chaque athlète. Ça permet, à partir, on applique le mouvement à l'athlète et on est capable d'avoir des mesures comme les contraintes articulaires, les contraintes dans les tendons, dans les ligaments, de manière non invasive et qui pourraient donner des informations tout à fait pertinentes sur ce type de mesures qu'on ne peut pour le moment pas faire de manière non invasive. Et bien là, on pourrait le faire. Donc c'est le futur. Donc il y a évidemment tout ce qui est caméra, ce qui est plus classique. Et il y a d'autres outils qui vont être spécifiques à votre sport. Des outils comme celui-là qui n'ont absolument pas été validés dans la littérature et dont il faut se méfier. D'autres qui ont été plus ou moins validés, mais qui ne donnent pas les mêmes mesures. Je vais rapidement donner un exemple quand même. Tout ça pour vous dire qu'il y a des outils qui sont spécifiques à chaque sport et qui sont très intéressants, souvent moins onéreux que des outils qui permettent de tout faire. Mais il faut toujours vérifier que vos outils sont validés, donnent des mesures précises et que vous sachiez les limites d'utilisation de vos outils. Et quelquefois, deux outils vont donner le même paramètre. Par exemple, la vitesse. Votre chronomètre vous permet de mesurer la vitesse. L'optogate permet de mesurer la vitesse. Peut-être un autre outil aussi. Mais le GPS, on parlait de ça, mais tous n'auront pas la même précision. Donc si un jour vous mesurez avec un chronomètre, un jour avec le GPS, vous n'aurez peut-être pas la même mesure, mais ce n'est peut-être pas parce que l'athlète a fait un mouvement différent ou s'est amélioré ou ne va pas bien. C'est juste que votre instrument de mesure était différent avec une moins bonne précision. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand vous faites des mesures. On parlait de garder le suivi, les mesures au cours du temps de l'athlète ou de différents athlètes, mais si vous changez de protocole de mesure ou d'outil, c'est peut-être juste ça qui va créer des différences au cours du temps. Donc toujours avoir ça en tête. C'est ce que je disais ici. Et ça revient à trois choses. Est-ce que ma mesure est fidèle, c'est-à-dire est-ce qu'elle est proche de la vérité? Est-ce qu'elle est juste, c'est-à-dire que je répète la mesure, est-ce que ça me donne toujours la même chose? Ou à chaque fois c'est un petit peu différent, mais en moyenne, c'est la bonne chose. Si c'est éloigné, toujours, par exemple, un thermomètre qui est décalé toujours de 5 degrés, si je sais que c'est toujours décalé de 5 degrés, je le remettrai à la bonne mesure, mais il faut savoir que c'est décalé de 5 degrés. Si c'est juste en moyenne, ça veut dire qu'il faut répéter la chose pour faire la moyenne, mais ce n'est pas forcément le cas. On demande à un sprinter de faire un sprint, si on lui demande qu'il le fasse 10 fois, au bout de 10 fois, il sera fatigué, ce ne sera pas la même performance. Et puis l'exactitude, c'est quand on a les deux à la fois. Ça se finit maintenant, je pense, donc je n'aurai pas le temps de vous montrer ça. Je voulais juste quand même vous montrer autre chose. Je vais passer rapidement là, je saute. Voilà, donc là c'était un exemple qu'on a comparé 3 outils pour mesurer le temps de pause du pied au sol lors de la course. Et vous montrer que donc dans les 3 cas, c'est le même paramètre qu'on mesure. Et voici les mesures qu'on a obtenues avec le système 3D, 330 millisecondes, avec l'OptoJump un peu plus, peut-être 325, et avec le Myotet qui est un système basé sur une centrale inertielle, des accéléromètres en fait, vous aviez beaucoup moins en temps de contact. Et c'est tout simplement parce que ça ne mesure pas exactement la même chose. Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer, mais juste pour vous montrer que, entre guillemets, dans les paramètres fournisseurs, vous achetez, ils vous disent vous aurez le temps de contact, c'est vrai. Et sûrement que si vous mesurez toujours avec le myotest, vous verrez des évolutions pertinentes. Mais si un jour vous mesurez avec le myotest, puis la fois d'après avec l'OptoGate, vous aurez des mesures complètement différentes. Pas parce que votre sportif a couru différemment, et c'est juste parce que vous avez utilisé des outils différents. Donc vraiment faire attention à ça. De la même manière, savoir comment il faut utiliser son outil. L'OptoGate permet aussi de mesurer
d'estimer, ils vous disent, la hauteur de saut. Comment il fait pour calculer la hauteur de saut? Tout simplement en mesurant le temps de vol. Combien de temps la personne est en l'air. Comme je vous disais, c'est des petits rayons qu'on coupe. Donc il sait quand la personne décolle, ne coupe plus les rayons, et quand il atterrit, parce qu'il coupe à nouveau les rayons. Donc il a le temps que la personne a passé en vol. Et il y a cette formule mathématique qui permet de lier la hauteur du saut au temps de vol. Le problème, c'est que si la personne saute et arrive genou tendu ou genou plié, il aura passé plus ou moins de temps en l'air. Mais sa hauteur de saut aura été exactement la même, c'est juste sa technique de réception qui aura changé. Donc aussi avoir ça en tête, savoir comment fonctionne l'outil pour donner les bonnes instructions à la personne. Arriver toujours genou relativement tendu ou toujours de la même manière pour qu'on puisse comparer d'une fois à l'autre ou les personnes entre elles. Donc bien connaître son outil. Là-dessus, je vais passer. Et puis vu que j'ai plus de temps, ça va s'arrêter là. Et sinon, je vous recommande de retourner faire un tour sur le cours plus éducateur qui montrait plus l'utilisation des caméras en pratique et les limitations qui peuvent vous donner des indications sur comment bien utiliser une caméra. Je l'ai rappelé rapidement en début de cours, mais il y a d'autres éléments. Comment bien utiliser une caméra, comment choisir sa caméra. Ça peut être pratique pour vous sur le terrain pour avoir des mesures plus précises. Voilà, je vous remercie.